Merci beaucoup pour votre savon. J'espère que les mamans qui sont ici et quelques curieux feront le choix d'acheter pour soutenir cette innovatrice. Merci beaucoup. Sous les applaudissements, nous allons demander à la dame de pouvoir entrer. Et en même temps, nous passons la parole au docteur Mitima, qui est le modérateur de ces panels. Merci. Je signale qu'il y a le docteur Vincent, oui, en ligne. Merci. Bonjour, Auguste Assemblée. Merci pour la parole, cher modérateur. Donc, je suis docteur Mitima, je suis directeur exécutif à Equity BCDC et j'ai le plaisir de modérer ce panel très intéressant, je pense, sur l'écosystème systémique, les analyses systémiques. Alors, we have online Dr. Vincent Oguto, who is from Kenya. Nous avons en ligne M. Vincent Oguto, qui est vice-président de l'université au Kenya, qui va commencer, comme il attend depuis un petit moment, et ensuite, nous allons passer la parole aux intervenants qui sont ici. Mr. Vincent, are you online? Je vous salue chaleureusement de Nairobi, Kenya. Good morning, everyone. A warm greeting from Salvation algorithm, which is a formula that can help you to solve complex problems very quickly, to think outside the box. And it's interesting that many times people tell us, stop thinking the usual way, think outside the box, do something different. But they never tell you how to do it. You know how it will be when you have actually done it, but no one tells you these are the steps you follow. And if you follow them, you will realize you're now thinking outside the box. So I discovered this formula when I was doing research in New York and New Jersey. And I was following all these entrepreneurs, especially social entrepreneurs, to see what they were doing with their lives. I was studying them from a psychological perspective. But there's this person from Google who used to come and he would challenge them to enter a competition that he had, where Google was looking for crazy ideas and inviting people to speak about those crazy ideas. So this person from Google started asking me to give him my crazy idea. And I told him, I'm not an innovator. I'm not a techie. I'm not an engineer. I'm just a researcher studying entrepreneurs from a psychological perspective. But this person from Google told me, you can innovate. Everybody can innovate. Send me your idea. And one day I got an idea at breakfast time. I said to him, and then he replied, well, you can, so you're doing my research. After 3 hours to me again, and he says, I passed by the office of Google in New York. They asked me, what crazy ideas have you received this week? And when I mentioned your idea, they were so excited. They were like, this is amazing. This is fantastic. How is he going to do it? And I told them he can't do it. It's impossible. And so I'm telling you that even though your idea is impossible, Google loves your idea. Now, personally, I was only reading the part of the email that said Google loves your idea. All the other parts about it's impossible, you can't do it, I was so excited. I'm only reading the part about Google loves your idea. And then he told me, here are 2 articles explaining why your idea is impossible. But if you find a solution to those limitations, then you have an idea that Google loves. And so I read the articles and I figured out the solution to the 2 articles. I wrote back to him. So this is just a few hours after we have talked to each other.
And when he reads my answer, which is telling him, by the way, I think everyone is trying to solve this problem in one of two ways. They're using two paths, two approaches. What if I express the problem differently in this third way and I come up with this solution? How about that? And he says, I can't, I'm going to, the problem way possible. Now, I'm not talking about fairy tales, stories. No, I'm talking about actually describing the problem accurately, but in simple terms. Unless you describe it so accurately that a 7-year-old can understand it, you have not done my step one. And I'm going to give you an example. I always ask people, what is cancer? This is a problem. We need to solve it. What is cancer? And they give me very complicated explanations, which a 7-year-old would never understand. No, simplify more and more. Let me tell you how I would explain cancer to a 7-year-old. I would say cancer is a very dangerous disease or illness that can kill you, and I'll explain why. You see, your body is very clever. It knows how to grow. And last year, you were much smaller than you are today. This year, you have grown 2 or 3 centimeters taller. And your little finger is still your little finger. Your longer finger is still your longer finger. And your body did not get confused. It knows which part of your body needs to grow slowly and which one needs to grow faster. So you look like you were last year, but you're bigger. Now imagine if one day your body gets confused and instead of growing at that speed it should grow, a part of you starts growing faster than it should until maybe you have something on your neck, a lump on your neck. And if this growth is in the wrong place, like in your heart or in your brain, you could actually die. And normally when you're sick, when an insect bites you, your body knows an enemy has entered your blood and it tries to fight it. But with cancer, it's a part of you that has gotten confused and is doing the wrong thing. And that's why your body is not attacking it, because it thinks this is part of me, this is part of us. It's not an enemy. And that's why cancer is such a dangerous illness, because it is a part of you that gets confused and starts growing too fast. Now that is the kind of explanation that you should have. Je pense qu'on a un problème de connexion avec le Kenya. Je ne sais pas si on peut faire un message au professeur pour lui dire cela par celui qui a la technique régie. Donc écrivez-lui qu'il puisse nous envoyer sa présentation ou en tout cas un texte. Comme ça, nous allons passer plutôt aux panélistes qui sont ici. Gentlemen, I'm just saying that we are going to write to the professor that with the internet issue, we are not able to continue with him, and we are going to ask him to send his presentation. We are going to invite our current panelists here, present here in the room to start their presentation. So as an introduction, I'm going to say that the systemic thinking which have been introduced on this panel, it's a way of looking at problem not as an isolated issue, but as an interconnected and very dependent one-to-one issue, to have an overview and an approach which is holistic. And our panelists are going to what is their experience in that field and how they could share that experience, how they see it
known inside our community, and also how we could implement it within the ecosystem of startup, of social entrepreneurship. Donc, l'approche de réflexion. Ah, ok, d'accord. Donc, je peux parler en français, et puis, d'accord. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris ce que j'avais dit, je disais donc que cette approche de réflexion systémique est une approche où les problèmes ne sont jamais pris de manière indépendante. On essaye de les prendre comme partie prenante d'un tout et de penser autrement que dans ce que disait le professeur tout de suite, à l'intérieur de la boîte. Il faut sortir de ces sentiers battus. Donc la première question que je vais poser, je vais commencer par l'extrême gauche et revenir vers M. Symphorien. La première question, c'est quelle est votre histoire ou quelle est votre relation avec cette façon de penser et comment est-ce que vous avez mis ça en pratique par le passé? La parole est à vous. Vous pouvez vous introduire un peu avant de répondre. Je vais être très strict avec le temps. Vous avez 4 minutes. Ok. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Eric Agbokou. Je viens du Togo et je voudrais vous faire passer une vidéo. Mais juste pour vous dire que je viens d'un pays où on cultive le cacao et cela nous a été introduit depuis 1884 et jusqu'à 2014, nos parents cultivent le cacao, nos parents exportent le cacao et nos parents ne mangent jamais du chocolat parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Et ça, c'est le problème que j'ai découvert. Et quelle est l'approche? Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous produisons du chocolat fait par les Togolais, pour les Togolais, et que nous mettons à disposition ce produit disponible de qualité supérieure, mais au même moment, nous créons de l'emploi, nous créons la valeur ajoutée, la richesse, et au-delà de tout, aujourd'hui, nous sommes une jeunesse qui veut résoudre le problème autrement en proposant des solutions sociales. Et je voudrais vous faire passer juste une vidéo et là, vous allez comprendre un peu là où nous sommes. Nous avons commencé cette expérience 2014. Cette année, nous sommes en train de préparer les 10 ans que nous allons fêter en octobre prochain. Si la technique est prête.
mon temps est passé. Juste vous dire que nous parlons un langage, nous avons découvert quelque chose. Nous avons découvert un éléphant. Et comment mange-t-on l'éléphant? On le mange petit à petit. Donc le domaine dans lequel je suis capable de porter une solution, c'est le cacao et le café, parce que je maîtrise très bien. Et c'est là où, à partir de ce jour, nous sommes en train de développer une filière cacao. Et au même moment, pas seulement pour le Togo, mais pour dire à tous les pays africains où le cacao est cultivé, que la jeunesse est capable de transformer cela pour le bien de la nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très impressionnant. Nous allons passer la parole aux voisins. Bonjour chers tous, moi c'est Évariste Awoui, donc je suis entrepreneur social, je dirige une structure, donc un programme en Côte d'Ivoire qui s'appelle Electronic West Africa. Et justement, ce que nous faisons, c'est vraiment de travailler sur la question des déchets électriques et électroniques au niveau de la Côte d'Ivoire et de plus en plus de rayonner un peu au niveau ouest africain. Et pour arriver principalement à ce qui nous a vraiment rapprochés du changement systémique, c'est que nous avions une vision autre que ce que nous avons constaté sur le terrain, donc dans le contexte ivoirien, qui est un certain nombre de programmes qui portent organisation de toute la filière des déchets électroniques, sans tenir compte de certain nombre d'acteurs de l'écosystème. Et nous avons trouvé que c'était un peu incongru parce qu'on ne peut pas réformer, on ne peut pas structurer efficacement un domaine donné en oubliant un certain nombre d'acteurs. Donc, pour parler d'acteurs, je fais référence aux acteurs informels, donc qui évoluent totalement isolés et qui s'adonnent à une chaîne de mauvaises pratiques, à des proliférations de mauvaises pratiques, donc qui portent atteinte non seulement à la santé humaine, mais également à l'environnement. Mais ce sont des gens qui cherchent simplement leur pitance, donc qui essaient de faire les choses comme ils entendent. Dans leur entendement, ça peut être la meilleure manière de faire. Ils n'ont jamais été sensibilisés, ils n'ont jamais été rapprochés ou intégrés dans des programmes inclusifs, voilà, pour porter efficacement le message de la gestion rationnelle des déchets électroniques. Et donc, du coup, nous nous sommes dit, nous avions une mission qui était vraiment de réformer un peu le secteur des déchets en créant un pont. Donc l'objectif, c'est justement d'identifier et de créer des connexions entre tous les acteurs de l'écosystème et par la suite de procéder à un certain nombre de travaux que nous considérons comme des enablers qui sont par exemple la mise en place d'un mécanisme pour générer des données sur la question des déchets électroniques, parce que nous sommes tous conscients que sans données, il est extrêmement difficile de porter le changement, donc de changer structurellement les choses. Après, nous avons la question de la capacitation des acteurs pour dire qu'il ne s'agit pas de les oublier, il ne s'agit pas de les voir comme la source du problème, mais bien au contraire, il est question de les capaciter, de leur donner toutes les compétences techniques, opérationnelles et faire d'eux en fait des poches d'emploi. Après, il y a toutes les questions qui vont dans le sens de plaidoyer, parce que l'idée, c'est aussi d'aller vers la reconnaissance sociale et professionnelle de ces acteurs-là. Et pour cela, nous avons pensé qu'il fallait travailler avec le gouvernement très étroitement, créer cette passerelle-là pour permettre à ces acteurs informels qui n'arrivent pas forcément à comprendre le langage du gouvernement en termes de législation, tout ce qui est décret, tout ce qui est texte de loi qui porte organisation de la filière, et de l'autre côté, permettre en fait aux États étatiques de comprendre la réalité des acteurs informels et comment ensemble nous pourrions constituer cet écosystème-là assez dynamique pour assurer la performance de la gestion des déchets électroniques. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que je me suis rapproché de cette fonction assez profonde, voilà, pour arriver au changement systémique dans le secteur des déchets électroniques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Très impressionnant aussi. Donc, on change du cacao vers l'électronique. Je vais inviter monsieur Vincent Diambo, qui est régional
Ashoka pour son témoignage aussi. Thank you. Good morning. Dr. Mitima, I was wondering, should I do Swahili or English or French or my mother tongue Luo or India? Naibaya, at least I know that. I work for an organization called Ashoka. Ashoka, and those from India will probably know the story about Ashoka, from the Ashoka the emperor and also Ashoka the tree. So this is the organization that I would say has given me a second level understanding of system thinking. But the question was, how do we personally engage with the system thinking? How did my experience coming across system thinking? So two things. One, for me it was growing up. I didn't know it was system thinking, but something happened to me when I was in nursery that made me realize that there was a disconnect when you think about society. A teacher caned me for asking too many questions. But at home, I was being told that's a level of confidence. So then I realized these are not systems that are aligned. The family is a system, the education is a system, sending different information to me. And that really struck me because it had the potential of changing my entire belief system when that happened. But then later on, I came across a book on systems theory. And I think I was in high school. So I read the systems theory, and that's how I started having this intellectual understanding of systems. Society is made up of different systems are made up of. That's how I started thinking, from a system perspective. And when I joined Ashoka, I got now this second level understanding of system thinking, which to me is mind-blowing. And that is because of the social entrepreneurs as Ashoka Fellows, like next to me right here. And the way I've understood them, system thinking, is by interacting with them and understanding their work. So these are men and women who are not in addressing challenges from a surface level. And they also don't direct service or just indirect service, but they think of changing. What do I mean? If you hear the story of Everest, and even the 7 new from DRC, please a round of applause to them. I think we have 2 here, confirming actually what a speaker here said yesterday, that we have 1,000 problems, challenges, but 1,000,000 solutions. So the 7 newly elected Ashoka Fellows from DRC, and of course, Nelson Florian is also doing amazing work, are a good example for us in terms of learning what systems change is. So they change market dynamics, either creating a new market where none existed, but looking at the holistic system. Or they provide access to goods and resources to those at the bottom of the pyramid in ways that uplift their lives. Again, thinking holistically about the system. The other thing they do is they advance policy changes. If it's something that requires policy change, because about education, if we want to redefine, if we want to get to this new Africa or new world that we have been talking about, then we have to redefine what success means to schooling, to work. And in that way, we'll change the mindset. And maybe to do that, we need to get policy changes in some of these different touch points for growing up and learning and work experience. They also advance social entrepreneurship as a new paradigm for economic development, political participation, cultural awareness, social awareness. And then also the other thing that they do, they move barriers because they believe system thinking will require not just social entrepreneurs or social innovators, it will require everyone
to have the mindset, to have the capacity, and to have the network to effect change from wherever they are. So they are championing and they're supporting and moving barriers, especially for young people, for the next generation, to also be change makers. So that's how I understand system thinking. That is how I've come to embrace system thinking. And that's how, as an organization, we really champion social entrepreneurship and social innovation, and believe that for us to outmatch challenges that we are seeing with solutions, then we've got to get everyone to have those skills to be able to change, to understand system thinking and to change systems. Thank you. Thanks, Dr. Oyambo Vincent. Donc, comme vous avez dû suivre, la troisième intervention va vraiment dans le sens de comment cela a été standardisé et mis à l'échelle dans le cadre de leur organisation Ashoka qui soutient des entrepreneurs en les aidant justement à aborder leurs problèmes entrepreneuriaux logistiques en attaquant le marché, le produit et en mettant tout le monde dans la même dynamique. Oui. Nous allons donc inviter M. Carlos Calambay pour aussi parler de son expérience. Merci, docteur. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Carlos Calambay Kabangu. Je veux aussi aborder dans le sens de mes prédécesseurs, mais j'irai beaucoup plus dans le sens de l'expérience personnelle, en tant que de comprendre cet écosystème et particulièrement de la pensée systémique. J'ai eu la chance de construire ma carrière généralement hors les sentiers battus, comme on dit. C'est-à-dire que chaque fois, dès ma plus petite jeunesse, mon premier emploi commençait TAP, qui a été une banque qui n'avait absolument rien à voir avec l'environnement économique, social et politique. C'est-à-dire que dans ce pays, au début des années 2003-2004, où l'économie était à terre, il n'y avait pas de système financier, recruté par une agence de consultation, une banque classique. Donc, l'économie, c'était un gros défi et au début, moi-même, je n'y croyais pas en fait. Mais en m'y mettant, mettre en place ce système, il a nécessité de tenir compte de cet écosystème. Non seulement tenir compte, mais il a fallu bouger, déplacer quelques pions du système général pour pouvoir percer. Premièrement, il y avait un défi que moi-même j'ai réalisé, c'est-à-dire que le système éducatif local d'où je venais ne m'a pas préparé à ce genre d'innovation. Ce qui fait qu'il fallait soi-même se mettre à jour par rapport à cette réalité. Et deuxièmement, il a fallu se faire accompagner tout justement d'une équipe. Et dans cet environnement, s'il n'y avait pas cette équipe qui était préparée, comment vous abordez un problème de financement dans une société où les gens venaient de perdre beaucoup d'argent avec des faillites, avec des tantines et des escroqueries, et comment vous les convainquez aujourd'hui de pouvoir épargner et quels moyens vous utilisez pour qu'ils puissent le faire. D'où il a fallu commencer par ce qui était attractif en ce moment-là, c'est-à-dire passer par le crédit qui était irréaliste et il n'en revenait pas, mais il fallait avoir une équipe qui est préparée à faire une analyse d'une telle entité qui est tellement informelle et qui n'a pas de base comptable pour pouvoir apprécier la capacité de remboursement de la structure, mais aussi la fiabilité de cette société. Donc, il a fallu procéder au recrutement, il a fallu mettre en place des systèmes technologiques innovants
Et une fois au lancement du processus, on se rend compte que l'environnement financier et comptable n'était pas compatible. Il était très classique. D'où il fallait bouger quelques réglementations, quelques instructions, y compris même certains éléments de la loi. Donc là, il y a eu des plaidoyers au niveau des autorités politiques et les autorités de la Banque centrale pour faire comprendre l'intérêt du projet. Heureusement qu'ils ont été souples. Un pays où il y avait plein d'insécurité, venir dire on place le premier distributeur de billets en RDC, c'était de la folie, même pour les autorités monétaires. Mais nous y avons cru et cela a été. Et j'y ai passé plusieurs années comme directeur général adjoint. C'est pour dire que si cela a marché, nous avons placé l'homme au centre en fait, de tout. C'est-à-dire que cette jeunesse avec laquelle nous avons travaillé, nous avons mis en place tout un centre de formation uniquement pour le jeune. Sortant de l'université, pendant 6 mois, il fallait former en boucle. C'était non seulement une institution financière, mais c'était aussi une école de formation pour préparer tout justement cet aspect de choses et avoir la machine qui tourne. Ça a été un gros succès, partant de 1,5 million de capital. Je pense que 9 ans après, c'était à plus de 100 millions de dollars de total bilan. C'était tout un écosystème qu'il fallait bouger et mettre en place. Et de là, j'ai été invité à pouvoir initier le premier fonds d'investissement en 2013. Là encore, c'était une folie parce que notre réglementation locale ne prévoyait pas des fonds d'investissement, encore moins des sociétés financières. D'où, pour une seconde fois, il a fallu bousculer les lignes sur le plan légal, sur le plan réglementaire, pour pouvoir y accéder, mais aussi d'autre part, il a fallu convaincre la cible qui étaient les institutions financières à pouvoir lever les fonds, prendre du crédit au profit des petites et moyennes entreprises. On me fait signe, je vais atterrir. Et là, ça démontre une fois de plus comment est-ce qu'on a dû tenir compte de l'environnement dans lequel nous devons opérer et l'implication de tout un écosystème pour pouvoir arriver au bout. Et durant 9 ans, le fonds est parti de 20 millions pour atterrir à plus de 100 millions de dollars de total de capital, où finalement, je me déciderai de mettre sur mon compte. Donc aujourd'hui, je suis PCA d'une institution que j'ai mise en place qui s'occupe d'une part de l'agro-business, la société Carly SARL, qui se base encore sur la transformation tout justement des céréales. Et très bientôt, nous allons lancer une minoterie très moderne et automatisée ici à Kinshasa dans les mois qui viennent. C'est encore un gros défi sur les intrants, mais nous avons la conviction qu'on tient compte de cet environnement et d'autre part, avec l'expertise que nous avons accumulée dans le secteur financier durant plus de 20 ans, nous avons mis en place un service de conseil en investissement pour les différents entrepreneurs et les différentes sociétés. C'était aussi un gros défi parce qu'il n'y a pas la culture de cabinet financier. Évidemment, ok, 30 secondes. Certes, il faut changer le mindset des personnes. D'une part, il y a la demande que nous avons qui nous pousse à répondre à cela. C'est ça, être un entrepreneur, c'est répondre aux besoins de la société. Donc, il faut innover. Mais d'autre part, on peut aussi susciter cette demande en mettant le produit sur le marché parce qu'on sait qu'il y a un besoin, on ne le demande pas parce qu'on sait qu'il n'est pas disponible. Donc ça, c'est un service qui n'est pas demandé, mais où nous poussons à créer, à susciter ce besoin. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de clients qui sont des institutions financières que nous accompagnons tout justement dans le secteur et le domaine financier. Peut-être pour conclure, dans notre environnement, particulièrement en RDC, je pense que la refonte du système
éducatif reste un élément clé parce qu'il impacte non seulement les jeunes, mais il impacte aussi tous les acteurs de notre écosystème, que ce soit politique, économique. Il y a un sérieux souci de mindset, il y a un rejet de l'innovation qui reste très important à pouvoir pousser pour son acceptation dans notre environnement. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, Carlos. Il y a un fil conducteur au fil des intervenants que je pense que vous êtes en train de suivre dans la salle. Je vais donc passer la parole à M. Symphorien Piana pour son témoignage aussi. C'est maintenant que j'ai plus de 50 ans que je commence à voir l'idée du système prendre corps. Mon expérience avec la pensée systématique est née du besoin de comprendre le paradoxe de la RDC. Très jeune, à l'école primaire, on a mémorisé par cœur. La RDC, c'est le pays le plus riche au monde. Nous avons l'or, les diamants et tout ça. Mais quand je vois les Congolais vivre, nous sommes le pays où personne a quelque chose. Et en 2012, quand j'ai encore entendu ça, j'ai démissionné de mon travail. C'est l'ancien président de la Tunisie qui était venu à la francophonie. Quand on lui a donné la parole, il a dit ceci. Ici à Kinshasa, je sens comme une sorte d'émotion d'être dans ce pays de Patrice Emery Lumumba, ce pays que Dieu a tout donné. Et directement, j'ai senti en moi la voix qui disait être dans un pays où Dieu a tout donné, mais où les gens n'ont rien. C'est ce paradoxe très jeune qui a justifié mon parcours. J'ai un parcours de quelqu'un qui commence non satisfait, je pars. Je voulais devenir prêtre, ça ne m'a pas satisfait. J'ai travaillé ailleurs, ça ne m'a pas satisfait. J'ai fait plus de 4 disciplines scientifiques. La vision des questions de développement ne m'ont jamais satisfait. J'ai commencé à être satisfait les jours où j'ai démissionné de World Vision, où le paradoxe était devenu plus grave. J'étais responsable de mobilisation de fonds, donc plaidoyer et mobilisation de fonds. Ici, j'étais responsable pour la mobilisation de fonds d'environ 32 programmes à travers la RDC. À ce moment, c'était 11 provinces. J'avais des programmes dans 9 provinces. World Vision a une capacité extraordinaire, par exemple dans leur système, parce qu'ils travaillent dans plus de 100 pays au monde. Vous pouvez vous réveiller, vous faites un concept de projet, lorsque vous le déposez, au soir, vous pouvez avoir le commitment de l'argent qui vient ailleurs. Mais le plus grand paradoxe, c'était de voir qu'on finançait ces 32 programmes, et ces 32 programmes, les plus qui avaient le budget de moins, c'était 500 000. Mais les personnes qu'on finançait depuis 1980, ils devenaient de plus en plus pauvres chaque année. Moi, je ne pouvais pas comprendre ça. Comment un pays qui a tout, et j'aime croire que ce pays a les meilleurs talents aussi, comment ce pays est le dernier au monde en termes de la qualité de la vie? Donc j'ai remis en question
toute ma compréhension de moi-même et tout ce qu'on m'a parlé de moi et surtout du concept de développement. Et c'est le jour où j'ai compris que la vision propagandiste ou la vision propagée apprise à l'école du développement est complètement fausse, parce que cette vision veut que les acteurs au développement travaillent dans le secteur de l'éducation. Non, nous ne finançons que le développement, les autres la santé. Mais quand j'ai pris conscience de ce que je suis comme être humain, j'ai découvert que je suis un tout et j'ai des particules qui peuvent dépasser 1 milliard. Et pour moi, le développement, c'est moi. Tout processus de développement qui entend résoudre les problèmes du pied sans tenir compte du cœur, de l'oreille, je veux dire du ventre, c'est faux. Et c'est le jour où on va comprendre que la communication est liée à la santé à l'agriculture, à la nourriture, liée à l'astronomie. Le jour où on va commencer à comprendre qu'on doit travailler comme une communication intégrée, c'est le jour où on va commencer à résoudre les problèmes. Et le projet de Agrominda, comme la réponse à ça, me donne cette conviction. C'est le jour où j'ai appris qu'on peut tenir compte de la question d'accès à l'information, la question d'accès aux finances, la question d'accès à ceci. Si on crée un système qui est capable de donner des solutions à ces problèmes, et voilà, je suis content de voir que ça marche. Chaque jour chez World Vision, quand je rentre des terrains, au lieu que je sente la joie que j'ai aujourd'hui de voir le monde venir, j'avais envie de démissionner. Voilà ma perspective. Merci beaucoup pour ce témoignage très poignant et combien significatif, Symphorien Piana. Si je fais un petit wrap-up, qu'est-ce que vous pouvez avoir vu, c'est que le point commun que nous avons dans toutes ces présentations, c'est que nos amis ont été confrontés à un souci, comment implémenter une idée, comment développer un produit dans un contexte donné où ils n'avaient pas peut-être l'overview et ils se sont dit, ok, je m'attaque en repartant d'une réflexion différente, d'un angle différent, où ils se sont attaqués à la connaissance et à la façon de faire comprendre le problème pour avoir une compréhension plus moderne et beaucoup plus holistique, trouver comment faire évoluer la législation du pays, trouver comment faire évoluer l'infrastructure dans laquelle ils allaient travailler, comme fait Agrominda aujourd'hui, accès aux finances, accès à l'information, etc., pour trouver une solution. D'où ma question maintenant, on va commencer par ici vers là-bas. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez proposer l'application de cette pensée, systémique dans le développement de nos entrepreneurs sociaux? C'est pourquoi ma réponse dirait, je vais partir de la question que j'ai posée aux collègues du premier forum. Je leur ai dit, ok, très bien, c'est très grave, parce qu'ils disaient que c'était très grave. Quelles sont les 2-3 choses qu'on va faire entre maintenant et demain, entre maintenant et l'autre sommet? Et ce qu'on va faire, par exemple, de manière systémique, c'est dans cette salle, il y a autant de têtes que nous sommes, autant d'inspiration, autant de réponses. Et la réponse, c'est de voir dans quelle perspective nous pouvons collaborer, avoir une vision interdisciplinaire de développement, penser une stratégie intégrée où ceux qui sont en Inde, ceux qui viennent des États-Unis,
ceux qui viennent de partout, nous sommes plus ou moins 42 pays. Comment nous devenons une force intégrée qui partage l'information, mais en même temps qui conduit vers ça. Et c'est pratique. Quand on a commencé DRC Social Innovation Summit, Agrominda avait mis ensemble 120 000 $ pour le premier sommet. Je voulais tester aussi si l'idée de la pensée systémique et de la pensée de l'action systémique peut fonctionner. On a dit on met 120 000. La deuxième année, on a dit on ne met rien. On va essayer de voir si cette idée peut amener les entrepreneurs sociaux de la RDC d'ailleurs à croire qu'on peut mettre une initiative plurie où on a tout le monde et chacun va payer 60 $. C'est impensable quand on regarde aux petits entrepreneurs qui font. Le deuxième sommet, on a dépensé 60 000. Cette année, quand on regarde là où la pensée systémique nous amène, nous avons cherché de l'argent interne 10 000. Ça signifie que dans la pensée systémique, si chacun croit que le système ne peut pas fonctionner si moi je ne suis pas là, DRC Social Innovation Summit ne peut pas marcher si Equity n'est pas là, si Carly n'est pas là, si l'autre n'est pas là. Et on peut dire, on veut avoir X, Y arrivé. C'est cette capacité d'abord à avoir une vision commune, partagée, intégrée, de là où nous voulons venir, de ce que nous voulons voir et de ce que nous pouvons faire à notre niveau, qui peut générer un comportement communautaire qui peut résister à n'importe quel type de vent. Un comportement communautaire, individuel, qui est capable de promouvoir une culture de responsabilité, pas la responsabilité par rapport à soi seulement, mais la responsabilité par rapport à l'autre, la responsabilité par rapport à l'environnement. J'ai aimé par exemple le discours du prof Zamudjo hier, et même aujourd'hui, et le premier panel est arrivé à ça. La capacité de systématiser ce que nous sentons, ce que nous voyons, ce que nous voulons, dans un horizon où nous sommes la source. Merci beaucoup, Saforia. Carlos, sans reprendre déjà ce que Saforia vient de dire, comment ceci concrètement, votre expérience, cette approche systémique, un conseil, une action précise pour nos entrepreneurs? Oui, je pense que M. Symphorien a pratiquement tout brossé. Mais de mon expérience, tenant compte de notre environnement, premièrement, je pense que les entrepreneurs doivent commencer par croire en eux-mêmes. Parce que je sens, certes, il y a l'environnement qui reste hostile, mais la confiance en soi et la détermination sont des éléments qui sont très importants. Et je reviens à ce que je disais à ma conclusion, il faut la refonte du système éducatif. Pourquoi? Parce que, pour paraphraser M. Symphorien, cette volonté, cette capacité de pouvoir réfléchir de façon systématique revient très souvent par la confidence que nous avons dans notre système éducatif qui, du reste, est resté très paternaliste, c'est-à-dire qu'a formaté les cerveaux à la dépendance à une personne, à la dépendance à une institution. Or, pour y arriver, il faut d'abord que notre état d'esprit soit non seulement indépendant, mais aussi révolutionnaire, comme l'a dit M. Symphorien tout à l'heure. Moi-même, j'ai travaillé pendant 20 ans, donc 15 ans comme directeur général d'une banque de la place,
Et un bon jour, je me retrouvais dans une cage, en fait, à pigeons ou dans une cage à perroquet, où tu as un cadre où tu ne peux pas sortir à part les honneurs. Mais à un moment, il faut prendre son courage entre les mains pour dire que, écoutez, je vois les choses autrement et je veux m'en aller. Ça peut être difficile au début, mais après, vous soufflez le réel vent de la liberté que vous avez à décider sur vous-même et sur votre avenir, mais aussi à syndiquer avec les autres. Et je terminerai par le fait que on ne peut pas le faire seul, mais si nous avons des autorités ici, je pense que le cadre et l'environnement économique et politique doivent aussi aider. Parce que c'est vrai qu'on dit aux jeunes, il faut initier, il faut créer, il faut. Mais il faut que l'environnement vous permette de pouvoir tout justement être créatif. Pourquoi un jeune Congolais aujourd'hui sera créatif? Qui va consommer son produit? Qui va consommer son idée? Je pense qu'on doit aussi initier des forums comme celui-ci, tel que l'initié à Gromwinda via M. Symphorien, pour pouvoir susciter quelque chose, parce que, in fine, il y a un objectif à atteindre, et cet objectif, la société, le cadre politique, le cadre réglementaire, doit pouvoir permettre tout justement à cette jeunesse de savoir que si je m'y mets, si je m'y lance, la société, la communauté suivra. Merci, M. Carlos. Cher Vincent. Yeah, merci. Now, first of all, I think for everyone who's not a social entrepreneur, we really need to appreciate social entrepreneurs because they were ahead of the time. Anyone who is practicing social entrepreneurship has been ahead of time. Why am I saying this? We are seeing a gradual appreciation of social entrepreneurship principles in governments, in international development, in the private sector, you name it. There is a shift to embrace social entrepreneurship. So social entrepreneurs have always been ahead of their time. And then also if you look at what is happening globally, I think we are seeing this already. There's a lot of conversations happening around social entrepreneurship or solidarity economy, in Europe. The African Union will be ratifying something on social entrepreneurship. So this is just to say for social entrepreneurs, you are already in the right place. And everyone else is playing catch up, and so we need to help them to get to where we already are. We need to help the world understand why is it that we are doing things differently, and based on these few insights. Number one, and if you're not doing, to start doing. If you are not acting for the common, then this new thinking, new mindset will not take hold. And so this is a call for us to act for the common good of all. Yesterday, Mr. Symphorian, during the opening, made really passionate, appeal about social entrepreneurship. He talked about injustice, inequality, imbalance of resources. And those are the things that social entrepreneurship is about. Those are the principles that now is informing the way we are organizing, the way we are doing things. So we need to, one, for social entrepreneurs, to address inadequate resources, which sometimes is actually not inadequate, we're just not tapping into them. We have to move to creative problem solving. How do we, creatively problem solve? How do we move from the surface level orientation of addressing challenges to root causes? We need to also address injustice, inadequacy of that as well. And this we can only do if we work as a team.
So this whole idea of different silos, so we say the corporate world is this way, the government is on this side, who is on this side. If you think about the entire system, to really address the question of justice, we have to be sophisticated in a way we work across silos. There is also imbalance of power, and this we see it. I had an opportunity of talking to a couple of young people yesterday, just to get their take of what was happening here. And it is quite sad that in this age and era, we still have adults who are telling young people, you are here to be seen and not to be heard. And this, power dynamic plays out in different spaces. Even in terms of gender, it plays out. Even in terms of donor and grantees, it plays out. So we need to address that imbalance of power. And the only way we can do this is by practicing collaborative leadership. So you do not take anything away from me if you allow me to exercise my leadership, and I don't take anything away from you if you allow you to exercise your leadership, and especially when I can see this is your area of strength and you just need to tap into it for us to accelerate and get into this new world that we're talking about. So those are my insights on this. Thanks a lot. Évariste, à votre tour. Et merci beaucoup. Je commencerai déjà par détailler en fait mon intervention à différents niveaux. Donc prenons au niveau de l'entrepreneur. Au niveau de l'entrepreneur, nous savons très bien qu'il est extrêmement difficile d'évoluer seul. Donc la seule alternative qui s'offre à nous, c'est d'évoluer en écosystème. Ça, c'est assez clair. Quand on n'évolue pas en écosystème, c'est extrêmement compliqué. On a les statistiques en Côte d'Ivoire qui le démontrent bien. L'Institut national de statistiques a fait une étude qui stipule clairement que 80% des entreprises qui se créent disparaissent au bout de 3 ans. Tout simplement parce que ces entreprises-là n'évoluent pas en écosystème quand on pose les diagnostics. Donc, un élément assez essentiel à retenir, c'est d'évoluer en écosystème où on bénéficie d'un certain nombre de privilèges, de facilités, de connexions, ainsi de suite, pour faire évoluer ces différentes initiatives. On va revenir au niveau du gouvernement, par exemple, de notre gouvernement. On a un manque à gagner quand on voit des entreprises qui se créent et qui disparaissent au bout de 3 ans. Voilà. On a beau faciliter les processus de création d'entreprises sans tenir compte de la dimension de l'innovation sociale. Comment porter cela, comment supporter cela, ça devient problématique plus tard parce que, en fin de compte, on facilite la mise en place de quelque chose qui n'est pas pérenne. Et donc, c'est vraiment très important de tenir compte de tous ces aspects-là, parce que de part et d'autre, nous avons quelque chose à gagner si nous travaillons au sein du même écosystème, si nous collaborons, si nous arrivons à évoluer en équipe, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Après, un élément aussi que j'aimerais très bien souligner, c'est le fait d'attirer l'attention sur quelque chose de fondamental. C'est qu'au niveau du gouvernement, ou bien pour mettre en place cet écosystème, de part et d'autre, il faut jouer un franc jeu. Vous voyez, pour augmenter les recettes fiscales, par exemple, il y a 2 alternatives. Soit on augmente, on élargit l'assiette fiscale, ou soit on augmente les impôts, tout simplement. Et dans le premier cas, en augmentant les impôts, ce n'est pas une question facilement gérable. Vous voyez, donc si nos gouvernants arrivent, par exemple, ou sont des acteurs qui intègrent, qui évoluent au sein des écosystèmes que nous créons et qui ne jouent pas de franc jeu, puisque l'intention cachée, si c'est par exemple d'augmenter les recettes fiscales en facilitant le processus de création d'entreprises sans apporter tous les outils, sans mettre en place toutes les dispositions pour supporter ces innovations-là, ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui avec les 80% de pertes en termes de création d'entreprises. Donc, il faut que nous évoluions en écosystème, il faut que nous essayions de capitaliser les acquis, d'apprendre les uns des autres, d'apporter suffisamment de soutien aux innovations sociales comme réponse à un certain nombre de problèmes que nous savons tous.
sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, ainsi de suite. Ça, je vais carrément au-delà de la gestion des déchets. Maintenant, je reviens en atterrissant très rapidement à la question spécifique des déchets électroniques. Ce que nous avons trouvé comme alternative en Côte d'Ivoire, c'est de mettre en place une communauté des acteurs. À l'intérieur de cette communauté, nous avons les acteurs informels, nous avons les agents étatiques, nous avons la société civile qui est représentée, nous avons les partenaires au développement comme la Banque africaine de développement et tous les autres partenaires au développement. Vous voyez, donc à partir de ce moment-là, quand nous relevons les différentes problématiques auxquelles font face les entrepreneurs sociaux, parce que la notion même, le concept même de l'entrepreneuriat social n'est même pas encore reconnu dans la législation ivoirienne. Donc quand tu veux être un entrepreneur, tu es soit une ONG ou soit tu es une entreprise qui doit dûment payer les impôts, s'acquitter de ses impôts. Donc ce statut d'entrepreneur social n'est pas encore reconnu. Donc c'est aussi un cadre que nous créons pour relever un certain nombre de problèmes relatifs à ces challenges que nous avons aujourd'hui, pour avoir de bonnes oreilles, mais aussi pour avoir un appui sur l'aspect des plaidoyers que nous formulons vis-à-vis de nos décideurs pour, comme on l'a dit, bousculer les lignes et aboutir à la prise en charge de nos recommandations en termes de restructuration du système qui est en place et qui va mal et qui ne fonctionne pas, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, Eric Choko-Togo, une conclusion avant que je passe la parole à notre auditoire. Oui, de mon côté, première chose que je voudrais que nous notions dans cette salle, nous avons un background historique. Et l'Afrique a été considérée comme le continent de la traite négrière. Après, c'est la colonisation. Et l'éducation que nous avons reçue a été une éducation pour bien écouter. On a appris le français pour bien exercer ou bien être de bons serviteurs. La première chose que nous autres, nous voulons faire, nous mettons à terre tout ce que nous avons appris. Parce que ça ne marche pas. Ça fait plus de centenaires. Nous vivons la même chose. Il faut changer. Comment il faut changer? Maintenant, nous avions maintenant des têtes, des connaissances, des expériences que nous mettons ensemble et développons ensemble une communauté d'intellectuels, bien une communauté d'intelligence. Et cela nous permet de résoudre le problème, pas seulement dans un seul aspect, mais dans tout son aspect holistique. Et la troisième chose que nous faisons, nous mettons l'homme au centre de notre développement. Nous considérons l'argent comme un papier imprimé et nous ne travaillons pas pour l'argent, mais nous faisons travailler l'argent pour le développement de notre communauté. Donc, nous créons de l'emploi, nous créons de la richesse, pas pour gagner de l'emploi, pour gagner de l'argent, mais nous créons de l'emploi, nous créons la richesse pour que nous puissions mieux vivre dans notre écosystème, dans notre environnement. La question que nous allons nous poser, nous allons partir sur cette terre. Qu'est-ce que nous allons laisser à la prochaine génération? Quel est l'héritage que nous laissons? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que avoir de grandes maisons, de grandes voitures résout le problème économique et social de mon pays? Je pense que ce n'est pas la bonne raison. Nous avons fait 5 ans avec Choko-Togo où nous perdons. Mais pendant les 5 ans, nous avons créé de l'emploi et chaque fois que nous venons et que nous payons les gens, nous sommes heureux parce que nous voyons des familles manger, nous voyons de l'espoir. Et au-delà de ça, nous avons une responsabilité. Si nous échouons, beaucoup de jeunes entrepreneurs vont cesser parce que nous sommes les pionniers. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où nous sommes engagés à maintenant considérer quelque chose de super important,
Si nous sommes dans l'agroalimentaire, nous pensons que pour faire l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire, nous sommes obligés de penser filière. C'est-à-dire, si je suis à la transformation du cacao, je dois m'intéresser aux cacaoculteurs, je dois m'intéresser à toute mon équipe de transformation, je dois m'intéresser à toute la logistique pour aller vers le consommateur, je dois considérer toute la chaîne des valeurs. Et cette chaîne des valeurs doit prospérer. Pas que moi je prospère, mais le cacaoculteur doit prospérer, le consommateur doit prospérer. Qu'est-ce que je mets comme produit sur le tapis? Par exemple, nous, on avait commencé en 2015. Le cacao était à 750 francs, mais le kilo à 750 francs et 100 grammes de chocolat est à 2000 francs CFA. Donc, je peux le résumer. Le cacao est à $1.10 et le chocolat est 1 kilo. Et le chocolat est à 2 euros, voire 3 euros ou bien $3 pour 100 grammes. Pourquoi? La deuxième chose, le cacao est totalement exporté et les Africains n'ont pas accès aux valeurs nutritionnelles, aux valeurs économiques, à la création et aux richesses que cela fait. Le chocolat nous revient à un prix exorbitant et le pire avec mépris que les Africains sont des pauvres et ne sont pas capables de manger du chocolat. Et pourquoi? Parce que le chocolat est un produit de luxe. Pourquoi? Quel est le champ que nous avons? Quel est le champ de cacao que nous voyons en Suisse? Quel est le champ de cacao que nous voyons en Belgique? Pour qu'on appelle ces pays les meilleurs pays de chocolaterie et les meilleurs chocolats viennent de là. Je pense qu'il faut que nous changeons la donne. Nous ne pouvons plus être ces jeunes ou ma génération et la génération de nos pays. Nous pensons qu'il est temps que nous prenions nos destins en main. Et lorsque nous avons pris les destins en main, on se s'est moqué de nous parce qu'on dit comment vous pouvez faire le chocolat ici si vous n'avez pas les moyens. On a commencé par torréfier dans les marmites. Nous avons mis le chocolat sur le marché. Les Africains se sont moqués de nous. Les Togolais se sont moqués de nous. Mais nous étions fiers de commencer quelque chose. Nous étions allés dans les banques de la place, EcoBank et les autres. Nous avons présenté nos plans, nos business plans. Ils nous ont demandé de mettre les, comment vous l'appelez? Les garanties. Nous n'avons pas de garantie. Nous leur avons dit, c'est nous-mêmes la garantie. Ils disent, on a bien compris, mais on ne peut pas vous accepter cette garantie-là. Mais aujourd'hui, ces banques courent derrière nous et ils ont dit la même, ils demandent qu'on vienne nous financer. Et je dis, nous n'avons pas de garantie. Ils disent non, vous-même vous êtes la garantie. Et quand j'ai vu tout ce que vous faites, vous êtes une garantie. Donc, aujourd'hui, comment cela se passe? Dans notre législation, il y a des exonérations pour les produits exportés. Mais il n'y a aucun article pour l'importation des machines de transformation. Pourquoi? Parce que nos produits matières premières ont été tous exportés et il n'y a jamais une pensée que on peut aussi exporter les machines. Et nous sommes allés vers le gouvernement, nous avons dit, vous n'avez pas mis ça dedans. Est-ce que vous soutenez l'agroalimentaire du pays? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez nous soutenir? Si vous nous applaudissez, sachez-le, vous devez faire votre part. Nous allons vers le ministère et nous leur présentons que même la Constitution n'est pas complète. Il faut qu'ils intègrent dans un article, dans la Constitution, pour qu'il y ait assez, si nous ne pouvons pas fabriquer les machines chez nous, au moins que nous puissions
avoir un accès libre pour pouvoir transformer les produits de chez nous. Aujourd'hui, hier, le problème avec le professeur, les débats ont été faits. Vous savez, on nous a formaté à croire que ça ne marche pas. On nous a commencé à croire que nous sommes le problème. Moi, je pense que nous ne sommes pas un problème. L'Afrique est la solution. La jeunesse est la solution. Maintenant, comment on peut résoudre ce problème? C'est de tout faire que la jeunesse ait accès à la connaissance. Et le centre Sangaï est là-bas. Beaucoup de Togolais font de bonnes choses chez nous parce qu'ils ont été formés là-bas. Moi, j'ai eu seulement accès à une formation en Italie, ce qui me donne aujourd'hui de comprendre que... Et là, aujourd'hui, nous avons implémenté plus de 5 coopératives reconnues par l'État de femmes qui transforment le cacao en produits dérivés. Pourquoi? Parce que nous avons compris que lorsque nous voulons parler de la consommation locale, notre produit n'est pas connu. La seule façon d'aider ma population à connaître le produit, c'est d'aller montrer aux femmes comment on peut transformer localement le cacao et comment ils peuvent donner ça à leurs enfants pour que, à la fin de la chaîne, nous puissions avoir une culture nationale où on consomme le cacao. Et parce que nous consommons le cacao, nous n'allons plus exporter. Et là, le prix du cacao va être très cher. Je vais vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, en 2015, quand nous avons commencé à produire, le cacao était à $1,10, un truc comme ça. Mais vous savez comment on vend le cacao? Le prix du cacao actuellement est à 4500 francs CFA, c'est-à-dire plus de $5, $6. Et nous sommes très fiers parce que nous disons et nous mettons les multinationales devant les faits. Soit vous nous considérez dans vos stratégies et ensemble nous vivrons, ou vous nous traitez comme mépris et nous allons mettre la matière première à disposition de tout le monde et vous n'aurez pas de matière première et nous verrons comment vos industries vont travailler de là-bas. Voilà un peu la stratégie que on est en train d'adopter. Nous pensons que la collaboration entre les jeunes et ce que Minda et ce sommet est en train de faire, maintenant passons à l'acte. Passons à l'acte. L'acte, c'est que nous devons mettre à disposition la technologie. Et ça doit être gratuit. Parce que si la RDC cultive le cacao, nous devons voir une entreprise locale de la RDC fabriquer du chocolat. Si un autre pays fait, nous avons aidé ce pays à en avoir. Je prends seulement le cacao, mais je pense que c'est valable pour toutes les matières premières. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric pour cette conclusion et ces conseils. Je pense que vous avez été suffisamment concret. Nous allons prendre quelques questions dans la salle. Je signale que le professeur Vincent au Kenya est toujours en ligne s'il y a des questions vers lui. Et donc je vais prendre d'abord de ce côté. Levez la main si vous avez une question. Présentez-vous, s'il vous plaît, une question à la fois, de sorte à ce qu'on puisse donner plusieurs questions. À gauche, je vois un monsieur là-bas. Un moment, le micro arrive. D'accord. Merci beaucoup. Mon nom c'est Fernando Nimbo. Je viens de l'Angola. Je suis angolais, je travaille au Kenya, à Adjan. J'ai une question pour le docteur Vixen qui est en ligne. Il nous a présenté son algorithme de l'innovation. Et comme nous le savons, l'algorithme est la suite logique qui nous permet de résoudre un problème spécifique.
Alors, comment son algorithme, d'abord je voudrais qu'il explique un peu plus clairement comment son algorithme fonctionne. Il a dit qu'il permet à n'importe quelle personne à apprendre n'importe quel sujet facilement. Comment ça fonctionne concrètement? Moi, je ne suis pas physicien. Comment je peux apprendre la physique très facilement si depuis lors a été un mot de tête? Et quelles sont les implications à l'ère de l'intelligence artificielle? Quelles sont les implications de cet algorithme avec notre société à l'heure de l'intelligence artificielle? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question par ici? Parce que j'ai vu des mains se lever là-bas. Madame ici en rose. Merci beaucoup. Avant de poser ma question, j'aimerais parler quelque chose. Je sais que nous, les Africains, le problème, c'est l'homme intellectuel. L'homme intellectuel. Nos universités nous ont donné la science, mais la pratique de cette science est restée ambiguë. C'est pourquoi nous devons réfléchir. L'Afrique n'est pas moindre. L'Afrique n'est pas ce que nous pensons. Mais l'Afrique, c'est le cœur. Là où la sagesse de Dieu a passé sa nuit. C'est l'Afrique. Aujourd'hui, je suis contente parce que nous sommes ensemble pour défendre l'Afrique. Posez votre question, maman. Et je reviens encore un peu pour la RDC. Notre hymne national dit « Nous allons léguer quelque chose à la génération future. » Maintenant, tout est par terre. Oui, je sais que le secteur informel fera de nous quelque chose. C'est pourquoi nous parlons de l'innovation. Ma question est celle-ci. Pourquoi chaque fois en RDC, s'il y a préparatif ou préparation de l'innovation, après le business plan, il n'y a pas quelque chose qui se laisse voir. Dans d'autres pays, quand même, pour commencer, il y a quand même des subventions, même si c'est commun. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Nous sommes pleins de créativité, pleins des idées. Comment on peut faire? Les professeurs, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'il ait quand même l'idée d'entreprendre. Donc, nous devons nous entraider. Celui qui n'a rien peut avoir quelque chose auprès de son frère pour que nous puissions aller en avant. Cette solidarité-là des Africains, vous l'avez enterrée. Merci beaucoup. Merci, maman, pour la question. On va voir qui peut répondre à celle-là. Je vais prendre une dernière question. Donc, madame, juste derrière vous. Merci beaucoup. Je suis madame Julie Solet. Je suis femme entrepreneur. Nous avons suivi les interventions dans les deux panels. Je félicite d'abord les panélistes, mais j'ai une petite préoccupation parce que dans le deuxième panel, nous avons plutôt suivi des success stories. Nous sommes en RDC, un pays qui reste dans le potentiellement riche, avec ces paradoxes de la population pauvre. Le taux élevé du chômage fait en sorte que la plupart des jeunes et des femmes, puisque de ça qu'on parle ici, renvoient à l'entrepreneuriat. Mais dans la plupart des conférences où nous assistons, l'entrepreneuriat nous présente, c'est un miroitage au fait, où on nous présente des opportunités de réussite.
Mais une fois qu'on y entre dans cet entrepreneuriat, nous rencontrons d'autres réalités. Notamment, maman l'a dit tout à l'heure, les difficultés d'accès au financement. Pour moi, je considère qu'il y a encore un problème mineur parce qu'il y a le problème de capital humain qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à décoller avec nos entrepreneuriats. Aujourd'hui, il y a ce que l'on constate, le rejet de l'innovation par les entrepreneurs qui fait en sorte qu'on ne se développe pas. Vous nous avez raconté vos success stories, dans ce que vous avez vécu, comment vous vous y êtes pris réellement pour que nous qui sommes entrés dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, qu'on puisse trouver le repère par votre expérience. Voilà ma question. Merci. Merci beaucoup, madame. Je prends dans cette première série de 3 questions. Je ne sais pas si dans la technique, le prof est en ligne pour répondre à la première question. Sinon, vous pouvez lui écrire qu'il se prépare. Je vais passer la parole à M. Eric. Je pense qu'il veut répondre à la dernière question. Je voudrais vraiment répondre à la dernière question et aussi à la question de madame. Première chose, ce n'est pas un showcase des success stories qui n'ont pas le iceberg. S'il y a des entreprises qui ont plus échoué, je fais partie. Nous avons échoué. Mais nous nous sommes donné un objectif clair. Nous voudrons résoudre un problème. Et aussi longtemps que le problème n'est pas résolu, soit c'est notre tombeau qu'on va nous montrer. Puisque si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne savons pas qui le fera plus tard. Puisque nous avons vu nos grands-pères mourir comme ça, nous avons vu nos grands-mères mourir comme ça, nos mères sont mortes comme ça, si nous mourons comme ça, nous sommes sûrs que nos enfants vont mourir comme ça. Donc, première chose, je vais vous dire, j'ai envie qu'on vous fasse voir comment Choco Togo a commencé. Parce que quelque part, nous avons fait quelque chose que même moi, même quand je revois, je suis surpris. Je ne sais pas si la partie technique peut le montrer. Nous avons commencé à faire du chocolat dans nos cuisines. Nous avons commencé par là. Monsieur Brice, c'est possible de montrer? Parce que ça peut vous aider, ça peut vous citer. Vous attendez le financement, ça va venir d'où? Vous savez, on ne peut pas financer quelqu'un qu'on ne croit pas. On ne peut pas financer quelqu'un que, entre-temps, vous-même, vous ne croyez pas en vous. Donc, je vais vous dire quelque chose très simplement. Croyez en ce que vous voulez faire et commencez le plus petit possible. Comment mange-t-on un éléphant? C'est en le mangeant petit. Je veux, si vous permettez, c'est un petit truc. Ok, ajoute, montrez. Le son. Le son. Ça peut vous aider beaucoup. Nous-mêmes, nous ne pouvons plus reculer. On doit avancer. Thomas Sankara l'a dit. Tu es comme sur une pente à vélo. Ici, c'est l'arbre. Ici, c'est le ravin. Pour nous d'avancer. Donc, ça va nous donner, en attendant, s'ils sont prêts, une histoire. Quand nous avons commencé le chocolat, nous voulons vendre, nous avons vu qu'il y a des super d'énergie qui vendent, qui ont des trucs. Et nous avons présenté nos chocolats à celui qui est chargé de livrer ça sur les autres. Le gars, il prend mon chocolat et ça m'a pris, j'ai attendu pendant plus de 3 heures. Il prend mon chocolat et il me dit, monsieur, regardez, est-ce que vous avez déjà vu les supérettes et vous avez vu les chocolats qui sont là-bas, tous ces chocolats importés? Vous me présentez ce chocolat. Est-ce que ce chocolat peut être
on peut le poser dans les rayons à côté de 3e étage. De retour là, j'étais tombé. Parce que quelque part, je me suis dit, mais ça dit, j'ai eu peur. Parce que je me dis, ah bon? Donc, au lieu de m'encourager, il me fait comprendre que le chocolat que j'ai n'est pas de bonne qualité. Le chocolat n'est pas le standard européen. Nous n'avons pas besoin de faire un standard européen. Nous avons besoin de faire un standard de chez nous. Et si ça doit prendre le temps, que ça prend le temps, mais tôt ou tard, nous allons convaincre les nôtres. Et la meilleure stratégie que je pense que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'aller vers l'opulation. Et de permettre à ce qu'elle goûte. Carlos, tu voulais ajouter quelque chose? Ok, j'aimerais rajouter, de par mon expérience, pendant 20 ans quand même, j'ai financé les micro, petites et moyennes entreprises. Je crois que le piège que nous avons aujourd'hui en Afrique, et particulièrement en Afrique, on pense au Congo, on a tendance à lier la start-up, l'innovation au financement. J'ai toujours dit que le financement est un lubrifiant qui vient faciliter l'engrenage. C'est-à-dire que s'il y a une machine qui tourne déjà, en ce moment-là, on y apporte du financement. Mais les idées, la base doit déjà commencer quelque part. On ne peut pas rester attentiste pour dire, comme il n'y a pas de financement, je n'avance pas. Mais généralement, il y a des sérieux problèmes d'organisation, il y a des sérieux problèmes de setup, mais je pense qu'on peut aussi se fier, comme on l'a dit, à l'écosystème, c'est-à-dire qu'à la syndication des différentes entités tout autour pour commencer quelque part. Dans un pays comme le nôtre, les capitaux à 99% sont étrangers, c'est-à-dire taillés sur mesure, taillés sur des standards très élevés et élitistes, qu'on le veuille ou pas, alors qu'on a un environnement très informel. Et du côté du gouvernement, nous n'avons pas des fonds souverains ou des prêts d'amorçage qui peuvent prendre plus de risques en fonction de notre environnement qui est très atypique et hostile à tout standard financier. Dans ce cas, il faudrait que les jeunes ou les femmes qui ont des startups fassent preuve de créativité. Je pense que cette innovation n'est pas seulement numérique, mais c'est aussi dans la façon dont on veut commencer son affaire. On veut syndiquer et copier des autres. Comme l'a dit monsieur, il a commencé son chocolat dans la cuisine avec une casserole. Donc il faut commencer quelque part et ensuite vous allez pouvoir attirer du financement. Merci. Est-ce qu'on a le professeur Vincent en ligne, s'il vous plaît? Technique. Je vais prendre 3 dernières. Le temps qu'il se connecte, j'avais vu des mains se lever. Je vais encore prendre 3 questions. Monsieur. Et puis monsieur au fond là-bas. Vous m'écoutez maintenant? Merci de la parole. Allez-y. Okay, merci pour la parole. Je suis Olivier Mouchamouka, directeur du centre Monseigneur Mozirwa. Ma question, j'ai 2 questions. La première, comment, c'est pour tous les panélistes, alors je ne sais pas quelle est votre lecture sur la résistance au changement. Nous tous ici, nous voulons changer, mais alors quand on parle maintenant des changements personnels ou bien changement du système, souvent on trouve des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrive au changement? La deuxième question part d'un constat, et un panéliste même l'a soulevé à Côte d'Ivoire.
où les entrepreneurs ivoiriens n'arrivent pas à durer dans les temps. Même ici chez nous aussi, on trouve que les entreprises congolaises ne sont pas centenaires, à part quelques entreprises. Sauf les étrangers qui, on a l'impression qu'ils prospèrent dans l'entrepreneuriat. Quel est le secret de cette durée des entreprises étrangères dans notre écosystème? Merci. Merci. Il y avait une question au fond. Et là, c'est une question ou bien c'était... Ah, c'est le prof. To all the panelists, thank you for all your stories and the thoughts. My question goes out to Dr. Mitima. And we will all agree here that finance really fuels the wheels of social entrepreneurship. And so I'd want to find out what Equity Bank in specific is, or programs that they have towards financing, and what kind of financing they're able to offer. Are you buying into equity? Are you providing grants or loan facilities to social entrepreneurs? Thanks for the question. Le professeur est prêt, donc s'il peut parler, et ensuite on va prendre une dernière question et y répondre. Merci beaucoup pour cette réponse, professeur. Je pense qu'il y avait deux questions. On va prendre une dernière et comme ça on répond avant de clôturer ce panel. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis M. André Kassongo. Je suis venu de Kindu, Maniema, RDC. Ma question, j'ai deux petites questions. La première est adressée à M. Symphorien Piana, qui nous a parlé de la confiance en soi, étant entrepreneur. Et il nous a parlé, il nous a dit, par rapport à un entrepreneur, il faut avoir les systèmes. Ça, il a parlé en vol d'oiseau. Je voudrais qu'il puisse un peu nous approfondir avec les explications sur quel système il veut nous parler. C'est quel système? Ça, c'est ma première petite question là. La deuxième, c'est par rapport à la science, à des séances d'hier là. Nous avions entendu des panélistes qui nous parlaient de la rupture entre la formation de l'école ou de l'université à la pratique par rapport à des agronomes. Nous disons que notre pays est tellement riche avec des forêts et des terres qu'on peut exploiter, alors qu'il y a la famine par-ci par-là dans ce pays. Comment on peut faire à ce que la formation que les étudiants subissent à l'université comme théorie puisse être bénéfique dans la vie pratique? Parce qu'il arrive des fois qu'un professeur est en train d'expliquer, par exemple, à un étudiant le système d'irrigation et lui-même n'a jamais vu ça. Lui-même n'a jamais vu ça. Comment cet étudiant-là peut faire ça, peut faire la pratique de l'irrigation alors que son professeur lui-même qui lui donne cette pratique-là n'a jamais vu ça. Alors, c'est ça. C'est comment combler le vide là entre la théorie de l'université et la pratique sur le plan professionnel. Merci beaucoup. Merci, c'était la dernière question. Mais comme il n'y a que les hommes, je vois une dame lever la main. On va prendre une dernière question, comme ça les panélistes répondent. Madame, c'est Madame Vanessa.
Merci beaucoup. Je réponds au nom de Madame Vanessa. Je suis entrepreneur social. Ma question s'adresse à Papa Kalambay qui nous disait qu'on devait avoir la confiance en soi. Et je voulais parler pour amplifier la voix de la femme, tel que les thèmes nous le montrent là-bas. Depuis que les panélistes ont parlé, il n'y a personne qui a parlé au nom de nous. J'exerce dans l'agriculture et je sais que le 80% de la main-d'œuvre que vous utilisez, vous tous dans l'agriculture, est constituée de femmes. Et aujourd'hui, avec le monde digital, nous ne nous retrouvons pas, nous en tant que femmes. Comment est-ce que nous pouvons accéder à certaines opportunités? Et vous nous dites que nous devons croire en nous-mêmes. C'est vrai que nous croyons en nous, mais nous avons des limites. Comment est-ce que vous pensez nous aider pour innover et rentabiliser aussi ce que nous sommes en train de faire? Merci. Très bonne question. Et effectivement, je pense qu'on avait un petit manque dans les questions passées. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer pour répondre. C'est un Foria. Je vais commencer par la dernière question. Confiance de soi qui touche à notre collègue qui est venu de Kindu. Confiance de soi pour l'entrepreneur, mais en même temps confiance de soi pour les femmes. Et qu'est-ce que nous faisons? Je voudrais avouer ici publiquement que si je n'avais pas confiance en moi et aux intuitions que j'ai reçues, pour les chrétiens, ils parleraient de Dieu, pour les athées, ils diraient de la nature, je ne crois pas que je serai ici. Si j'ouvre mon cœur pour savoir les types d'épreuves, les démonstrations aux gens pour me dire « tais-toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Les coups montés parfois par des personnes que vous êtes supposés vous aider, les intimidations des grandes firmes qui vont jusque parfois à utiliser leur pouvoir pour mettre tout à moule. Si tu n'as pas l'énergie interne pour dire « je vais voir ça venir », la meilleure solution c'est de fuir. Je crois très fondamentalement que le premier principe du succès, c'est la confiance en soi. D'où vient la confiance en soi? La confiance en soi, c'est comme une sorte, le prof a parlé de l'intelligence émotionnelle. Comment toi, individu, tu es connecté à la société? Comment tu es connecté à ta société, à ta famille? Et je me dis, dans notre famille, dans notre vie, on a parfois des circonstances qui nous disent que Dieu ne nous a pas créés. Je ne suis pas ici sur cette terre comme une brique. Je ne suis pas ici pour rien. C'est la recherche intime. C'est désir à comprendre pourquoi je suis ici. Et je présume dans cette salle. C'est pas si il y a des gens qui peuvent passer leur vie sans vouloir savoir pourquoi ils sont ici. Et je crois que c'est les plus malheureux au monde. Parce qu'ils vont mourir sans savoir pourquoi ils sont ici. Lorsque tu vis, je m'approprie mon paradoxe. Quand je suis de l'Est, il y a plein de minéraux là, où j'entends Elon Musk dire tout ce qu'il peut faire. Comment moi, vivant dans cette société, la plus riche au monde, je peux voir à côté de moi les gens qui marchent à pied? C'est ça. Quand tu commences à te poser cette question, comment moi, nous sommes la deuxième forêt du monde. La RDC a la capacité de nourrir l'Afrique. La RDC a la capacité de donner
nous avons 50% de la capacité hydraulique de l'Afrique. Comment comprendre, je veux voir une fille mourir à côté de moi parce qu'elle n'a pas eu de l'eau propre? Si tu pars à une multinationale, il va te dire que c'est le principe de la malédiction des ressources naturelles. Et je vois des profs d'université en parler. Moi, je considère que c'est un grand mensonge. Il n'a jamais existé une malédiction d'un pays parce qu'il a beaucoup de ressources. Complètement faux. C'est lorsque je découvre qu'à côté de ce que j'ai comme problème, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'opportunités. Et que moi, j'ai l'énergie de commencer quelque chose pour capturer ces opportunités. Dans la salle, il y a des fournisseurs avec lesquels je travaille. La majorité sont des femmes. Elles savent combien d'intimidations, combien d'attaques, combien de menaces, combien de complots les firmes établies s'arrangent pour mettre complètement et même s'approprier notre business. La réaction, si tu n'as pas confiance en soi, c'est de passer aux médias ou commencer à pleurer. Mais quand tu as une confiance en soi, c'est de développer une attitude selon laquelle chaque fois que je serai devant les grandes difficultés, je ne vais pas me perdre. Mon énergie ne sera pas focalisée sur le problème. Mon énergie, ça sera focalisée sur la recherche des solutions. C'est pourquoi, par exemple, je vais parler en filigrane parce que c'est une question complexe. Je me suis retrouvé cette année avec une responsabilité, par exemple, de payer plus de 10 millions aux femmes du pays. Je me trouve devant la responsabilité où tout le système est bloqué volontairement par des personnes. Avec quelle intention? Mettre par terre les systèmes Agro-Mwinda. Attaquer même les fournisseurs. Je rentre. Où est-ce que je vais trouver la solution? Je n'ai même pas la personne à qui je vais m'adresser. Mais toutes les solutions se trouvent à moi. Et vous savez là où j'ai appris? Un simple principe que j'ai appris en deuxième primaire, en mathématiques. Que à force de manger les haricots, on devient haricot. Et vous pouvez réfléchir dans votre vie. Si vous mangez les haricots tous les jours, et quand le médecin vérifie votre corps, il trouvera qu'il y a tout ce qui est constitutif des haricots. Et donc, si vous dites que moi je vais réussir, et vous vous nourrissez de la pensée que je vais réussir, vous allez réussir. Mais si vous décidez de dire, je suis noir, de la brousse, je ne peux pas être comme les autres, et vous mangez ça, vous allez mourir triste. Je parle de la question de la femme. J'ai environ 200 staffs aujourd'hui. Mon staff à temps plein. 200 à travers plus ou moins 17 provinces. Après moi, la deuxième personnalité de Agro-Mwinda, c'est une femme. Très jeune. Extrêmement intelligente. Mais il y a un processus que nous devons faire. Et qu'est-ce que nous faisons chez Agro-Mwinda? C'est dans les choix. Par exemple, j'ai encouragé mes collègues à dire au conseil d'administration, je vais atteindre d'ici 2030 50% de responsabilité. Mais j'ai dit à mes collègues, ce ne sera pas des cadeaux. On vous donne une responsabilité à un certain niveau, il faut travailler, dire et arrêter de croire. Si vous croyez que les hommes sont plus intelligents que vous, c'est des haricots que vous mangez. Mais j'invite aux femmes dans la salle, y compris madame qui a posé la question, de croire que les hommes ne sont pas intelligents que les femmes. C'est les faux et c'est ce qu'on nous a appris.
c'est de croire. Ce n'est pas un projet et ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est l'idée qui fait le projet. Et ces idées, nous les accédons au même degré de la grâce de Dieu. Merci. Merci. Soit dit en passant, donc, comme il n'a pas abordé, pour les femmes, Agrowinda accompagne dans le projet Transform une très, très grande quantité de femmes en leur donnant accès à des financements au travers d'un projet de la Banque mondiale qui s'appelle Transform. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des solutions concrètes qui sont données au travers de certains panélistes aux femmes. Je donne la parole à Carlos et s'il vous plaît, allons-y rapidement. Ouais, je veux juste répondre à une des préoccupations concernant le numérique et la digitalisation qui arrive et qui peut prendre de cours. Par rapport à ça, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, je vois qu'on est leader d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une vision. La vision n'est pas celle d'être seul, et nous l'avons dit, il faut créer un écosystème. Et je crois que pour un visionnaire, 70% de son temps est lié à l'étude de son environnement, comme vous l'avez bien fait, que la digitalisation prend le dessus. Et deuxièmement, les tâches principales d'un leader, sont les ressources humaines. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, vous, d'exécuter toutes les tâches et les défis qui s'opposent à vous dans votre environnement. Donc vous avez aujourd'hui la capacité de recruter des jeunes compétents, dynamiques, qui feront le travail à votre place et sous votre supervision, parce que vous avez la vision, vous avez la volonté pour pouvoir vous adapter vous-même à cette innovation. Au-delà de mon expérience, vous allez me mettre devant une base de données, devant tout ce qui est, je n'arriverai pas à le faire. Mon travail, c'est de dénicher un jeune qui est dynamique, qui est expert et qui apporte un plus dans tout justement votre écosystème. Donc je voulais répondre à cette préoccupation concernant les défis de la digitalisation où vous vous sentez impuissant comme entrepreneur et vous croisez les bras. Je pense qu'il y a des solutions. Il y a aujourd'hui pas mal de jeunes que vous pouvez intégrer dans votre réseau et syndiquer et faire face à tous ces nouveaux défis. Souvent, on regarde l'argent, on dit, bon, je ne veux pas, mais je dis, l'argent vient en le dépensant. Donc, il y a des fois où vous investissez en votre équipe, vous investissez dans les ressources humaines, tout justement pour une meilleure rentabilité future par rapport aux différents défis. Je voudrais intervenir sur la question du changement que notre frère nous a posée. Il y a la théorie du changement que je vous invite à aller chercher puisque le temps ne nous le permet pas. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Aussi longtemps que nous vivons dans une zone de confort où nous nous plaisons dans notre situation, aucun changement ne peut avoir lieu. Et sachez-le, vous pouvez vous plaindre n'importe comment, mais sachez que vous êtes d'abord vous-même l'auteur du changement. Si le changement que vous voulez voir, vous devez être le premier à être l'acteur de ce changement. Donc, il faut avoir une vision claire à long terme. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux voir changer? La situation dans laquelle tu es te plaît? Si ça te plaît, tu restes. Mais si ça ne te plaît pas, tu as l'obligation d'apporter ce que tu veux que ça soit. Et pour pouvoir le faire, il faut analyser le contexte. Il faut voir c'est quoi la situation actuelle et quelles sont les forces internes et externes qui maintiennent cette situation et comment, si vous voulez le changement, quelles seront les forces internes et externes qui vont changer les donnes.
Et quand nous arrivions à cette stratégie, à trouver ça, il faut que nous nous posions des hypothèses pour voir, faire des scénarios. Si on le fait comme ça, on va avoir ça. Si on le fait comme ça, on va avoir ça. Mais je vais vous dire, si vous restez dans votre chambre pour pouvoir le faire, ça ne va jamais marcher. C'est par tâton. Allez-y, cassez les dents. Il y a les dentistes pour vous faire des prothèses. Cassez les pieds. Il y aura des traumatos pour vous aider. Mais dans tous les cas, vous devez entreprendre quelque chose. C'est en entreprenant que vous allez découvrir que votre idée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et c'est dans ce processus-là qu'on peut mettre en place des stratégies qui ne sont pas figées. C'est des stratégies qui sont formulées ou bien qui sont mises en place en tenant compte des données que nous avons. Maintenant, quand nous allons sur le terrain va nous donner aussi d'autres données et nous devons les intégrer dans la stratégie que nous avons parce que nous devons savoir que tout marche par système. Et dans ce cas, maman, je vais vous dire clairement, ici, moi je crois plus à la capacité de la femme. 80% des employeurs de Choco Togo sont des femmes. On est 50% au niveau du staff, 50% et les meilleurs sont les femmes. Et j'ai découvert également avec le temps que ceux qui sont les plus loyaux, ceux qui sont les plus intègres, ceux qui croient plus, c'est les femmes. Moi, même en venant ici, c'est elles qui m'ont préparé et même toute la documentation. Donc, la femme, elle est très stratégique. Donc, la seule chose que je veux vous dire, vous devez mettre à terre toutes les connaissances que vous avez apprises. Et sachez-le, Dieu a fait chacun de nous son image. Et la connaissance que nous avons, si nous la mettons en pratique, si vous êtes chrétien, je vous retourne vers la théorie, le parabole des 5 talents. Soit vous les enterrez et on vous le retire, ou le 1, le 2 que vous avez, vous le multipliez et vous allez découvrir que la multiplication est possible. Donc, pour les frères les jeunes qui pensent que ce n'est pas possible, nous sommes ici pour dire, si vous ne croyez pas que ce n'est pas possible, si les gens vous disent que ce n'est pas possible, au moins quand vous le voyez, sachez que c'est possible. Et ça doit être possible aujourd'hui. Et ça doit être possible dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Eric. C'est très intéressant. Le professeur va se déconnecter, donc il va prendre une dernière intervention avant que je réponde à la question du monsieur qui m'a posé la question sur Equity et qu'on close ce panel. Professeur? Merci beaucoup, professeur. C'est très insightful. Pour le monsieur qui m'a demandé qu'est-ce qu'Equity fait au niveau des innovateurs sociaux, pour ceux qui connaissent Equity au Kenya, Ouganda et les autres pays où Equity était avant de venir en RDC, vous savez que nous intervenons beaucoup dans le modèle économique, mais surtout social, avec la Fondation et ici en RDC avec l'investissement social, où nous avons des programmes innovants qui accompagnent le côté commercial en santé, éducation, protection sociale, agriculture et alimentation, éducation et leadership, et que nous sommes un des premiers partenaires du sommet de l'innovation depuis le premier, le deuxième auquel je participe, et nous sommes sponsors officiels participant avec beaucoup de gens dans la salle depuis le début. En termes de grants, nous sommes une banque. Nous ne pratiquons pas, notre corps de métier n'est pas de donner de l'argent gratuitement, mais nous participons activement à l'accompagnement du client, à la contextualisation, quand c'est possible, des business plans, et nous établissons une relation très proche avec des garanties silencieuses, avec pour certains programmes que nous avons maintenant au niveau de la direction de l'investissement social, comme pour elle, comme OSIF, comme African Guarantee Fund,
où il y a la possibilité, d'ailleurs, il y a actuellement un appel d'offres, un appel à candidature pour les femmes entrepreneurs et que les femmes entrepreneurs pour Bukavu et Kinshasa. Donc, regardez sur les réseaux sociaux. Ça sera un grand pour ceux qui seront éligibles avec un accompagnement. Pour l'agriculture, nous avons fait la même chose avec un accompagnement avec le projet PROSA, qui est un projet que nous faisons avec le PAM. Nous sommes en train de décaisser actuellement. Et nous avons aussi un projet en agriculture en collaboration avec le ministère de l'Agriculture qui s'appelle PEJAB, où nous sommes en train de décaisser actuellement. Je pense que nous avons atteint entre 120 et 200 000 $ pour accompagner des jeunes agriculteurs. En bref, au niveau d'Equity, sur le volet Social Investment en RDC, nous sommes encore un bébé puisque nous n'avons que 3 ans. Nous avons fait une année d'installation, une année de consolidation et de fundraising, et 2024 est vraiment l'année de l'éclosion de la plupart des projets que nous avons commencés. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je vais remercier sincèrement Eric Évariste, le professeur Vincent, notre ami d'Ashoka, Carlos et M. Symphorien. Qu'est-ce que je peux vous donner comme takeaway? J'ai retenu des choses très simples. Mettez l'humain au centre de vos actions. Je pense que c'est quelque chose qui revient dans tout ce qui est dit ici. Qu'est-ce que nous allons finalement léguer? Est-ce que nous allons léguer des richesses, une grande maison ou bien des grosses voitures, ou est-ce que nous allons laisser à la future génération des environnements où ils peuvent mieux vivre? C'est à ça, je pense, qu'il faut aller. Le leadership collectif, penser collectivement, il n'y a rien qui se fait tout seul. Penser en écosystème, c'est très important. Et il y a une dernière chose que j'étais en train de noter. Madame a parlé de subventions. Beaucoup de gens se sont plaints de qu'est-ce que nous ne faisons pas comme Afrique, comme pays. Je pense que nous avons tous besoin de devenir leaders de ce changement que nous appelons et faire évoluer les législations de notre pays pour que les environnements étatiques et de nos pays deviennent plus propices à l'entrepreneuriat social, à l'entrepreneuriat tout simplement. Je vous remercie pour votre attention, je remercie les panélistes et je pense que nous pouvons clôturer par là. Et bien sûr par une photo de famille pour terminer. Merci à vous tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pendant que les panélistes sont en train de descendre pour la traditionnelle séance de photos de fin de panel, je m'en vais rapidement annoncer à toute l'Assemblée que dans quelques minutes, nous serons appelés à aller déjeuner.